Bien, merci de l'invitation. Alors, je vais vous parler d'un sujet qui me fascine depuis fort longtemps, c'est-à-dire un type de rêve qu'on appelle le cauchemar. Et je vais peut-être commencer par vous expliquer qu'est-ce qu'un cauchemar, les différents types de cauchemars qu'on retrouve et comment ils se différencient de d'autres phénomènes qu'on appelle souvent par le même nom. Alors, si on est pour discuter de quelle façon le rêve tourne au cauchemar, au préalable, on va essayer de définir quel est le rêve et quel est le cauchemar. Alors, il n'existe aucune définition qui est largement acceptée ou répandue par rapport au rêve. Pour certains, le rêve, c'est une forme d'activité mentale qui se produit au cours du sommeil et qui est assez complexe, où on y retrouve un contenu sensoriel, multimodal. On entend des choses, on voit des choses. Il y a une organisation spatio-temporelle. Le rêve a lieu quelque part. Et on peut naviguer dans cet environnement-là. Et il y a souvent des interactions sociales. On est en compagnie de d'autres personnages ou des animaux. Il peut y avoir des interactions agressives, sociales, amicales et autres. Et bien souvent, des émotions, dans la majorité des cas, quand il y en a, des émotions négatives qui prédominent sur les émotions positives. Mais pour d'autres personnes, le rêve, c'est tout simplement n'importe quelle forme d'activité mentale qui survient au cours de sommeil. Alors, ça peut être une image statique, une pensée, des réflexions. Et les gens étudient tout ça et certaines vont avoir des critères beaucoup plus conservateurs par rapport à qu'est-ce qu'est un rêve et d'autres vont étudier des phénomènes un peu plus larges. La question de c'est quoi un rêve, elle est importante parce que si on s'intéresse à des phénomènes tels que l'ontogénèse du rêve, comment le rêve se développe chez les enfants, ou même à la question de est-ce que les animaux rêvent, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on entend par rêve. Et juste pour vous illustrer la complexité de la chose, même la compréhension même du mot rêve, à quoi ça fait référence, il y a des stades de développement chez les enfants. On apprend, on nous dit c'est quoi un rêve. Alors par exemple, déjà, plus de la moitié des enfants âgés vers de 4 ans, si on leur demande c'est quoi un rêve ou as-tu rêvé, ne comprennent même pas le sens de la question, c'est-à-dire ne comprennent pas ce qu'on entend par le mot rêve. Une des premières étapes qu'on va voir par la suite, c'est que pour l'enfant, le rêve, c'est quelque chose de réel. Et ça se passe dans le monde et c'est pour ça que, par exemple, des enfants vont se réveiller d'un cauchemar, aller voir leurs parents, mais ils ont toujours peur parce que le monstre, il est toujours là dans leur chambre, il est caché en dessous du lit ou il est dans le garde-robe. Et finalement, il y a un stade qui est entre les deux, un stade intermédiaire. Et je vais vous donner un exemple de ce stade-là. Quand mon neveu, qui m'aime moins, parce que je lui pose souvent des questions sur les rêves, quand il avait 7 ans, je lui ai demandé, Sébastien, est-ce que tu fais des rêves? Il dit, oui, des fois. Et je lui ai dit, les rêves, tu les fais quand? Il me dit, ben voyons, quand je dors. Je dis, parfait, Sébastien. Et dis-moi, où se passent tes rêves? Il me dit, dans ma tête. Et là, il me trouve un peu nono. Et je lui dis, et comment tu fais pour voir tes rêves? Ben, avec mes yeux, je les regarde, ils se passent là. Mais tu dis que ça se passe pendant ton sommeil. Quand tu dors, tes yeux sont-ils ouverts ou sont fermés? Ils sont fermés. Alors, comment tu fais pour voir ton rêve? Et là, souvent, il appelle ma sœur et là, il veut que je quitte la maison. Alors, ça prend du temps avant de comprendre bien même le sujet. Et finalement, vers l'âge de 6 à 8 ans, la majorité des enfants vont comprendre ou vont apprendre parce qu'on leur a dit que le rêve est une expérience subjective, qu'elle est créée par le rêveur et qu'elle disparaît, n'est plus là une fois qu'on se réveille. Le terme rêver aussi fait référence à différents phénomènes. D'une part, c'est toute l'activité, le monde virtuel dans lequel on est immersé au cours du sommeil, c'est-à-dire le rêve même dont on fait l'expérience pendant qu'on y est dedans. Mais c'est aussi le souvenir qu'on a de cette expérience-là une fois qu'on se réveille. Ensuite, c'est aussi le rapport de ce rêve-là. Alors, est-ce qu'on l'a écrit? Si on le raconte à quelqu'un, on peut l'enregistrer verbalement. Et on n'a pas un accès direct à ces expériences oniriques-là. Ce qu'on étudie quand on étudie le rêve, ce sont les récits de rêve et non pas les rêves eux-mêmes. Alors, tout ça pour nous amener au cauchemar. C'est quoi un cauchemar?
Cauchemar, c'est un type de rêve qui est très troublant. Et souvent, il y a non seulement des images qui sont troublantes, mais les émotions vécues sont négatives et très intenses. Et de telle sorte que même les émotions vont dépasser un certain seuil de tolérance et causer le réveil du dormeur. Et alors souvent, on va se réveiller avec immédiatement un soulagement, sachant que l'expérience qu'on vient d'avoir n'était qu'un rêve. Et on est bien orienté dans le temps, dans l'espace. On peut se réveiller avec quelques palpitations, des choses de ce type-là. Et on peut différencier les cauchemars de ce qu'on pourrait appeler des mauvais rêves, qui sont aussi des rêves troublants, désagréables, mais qui ne nous réveillent pas. On s'en souvient une fois que le cadran nous réveille, ou plus tard dans la journée, où on se réveille le matin. Là, on se dit « Ah oui, l'année dernière, j'ai fait un mauvais rêve, il se passait X, Y, Z ». Et si on veut parler des deux phénomènes conjointement, on peut simplement appeler ça des rêves dysphoriques. Quand les gens parlent de cauchemars, surtout les parents, quand ils viennent nous voir et nous disent « Mon enfant fait des cauchemars », il y a d'autres phénomènes qui ressemblent de l'extérieur à des cauchemars, mais qui ne le sont pas, c'est-à-dire qu'on connaît, ont une autre pathophysiologie. Un de ces phénomènes-là, c'est les terreurs nocturnes. Et dans les terreurs nocturnes, ce sont des éveils partiels. Les enfants vont se réveiller d'un stade de sommeil lent profond, souvent avec un cri perçant, avec une activité du système nerveux autonome très forte, alors des palpitations, et comme je dis, des hurlements, et une peur vraiment intense, tout comme s'ils allaient mourir. L'enfant qui se réveille d'une terreur nocturne, de un, il est inconsolable. Et même si on prend l'enfant dans nos bras, on regarde l'enfant, il a des fois un regard vitreux, où c'est comme si on n'était même pas là. C'est comme son regard passe à travers nous. Comme je vous dis, ça peut prendre beaucoup de temps avant que l'enfant se calme. Il y a toujours cette terreur qui vit à l'intérieur de l'enfant. Et puis, s'il y a un souvenir onirique quelconque, c'est souvent une image statique, très simple. La personne est en train de mourir, le plafond qui s'effondre, il y a quelque chose qui les empoisonnait, mais il n'y a pas une histoire élaborée. Et au matin, quand l'enfant va se réveiller, souvent il y a une amnésie rétrograde complète pour l'épisode, c'est-à-dire l'enfant ne se souvient pas d'avoir eu un épisode. En contrepartie, quand les enfants font des cauchemars, de un, ils sont rapidement consolables, ils se souviennent d'une histoire, d'un récit, habituellement qui est assez long, et vont se souvenir souvent de l'épisode et d'un contexte assez élaboré. Je veux juste vous mentionner quelques petits détails par rapport au sommeil. Quand on s'endort, on a des cycles de sommeil qui surviennent à peu près aux 90 minutes. Et c'est comme si on prenait un ascenseur, on s'endort et on descend dans des stades de plus en plus profonds. Et ensuite, on remonte. Ce cycle-là prend à peu près 90 minutes. Nous en avons 3 à 6 par nuit. Et au début de la nuit, nous avons beaucoup de sommeil lent profond. En fin de nuit, ici, nous avons plus de sommeil paradoxal. Et c'est pour ça que les gens qui font, ou les enfants même, qui font des terreurs nocturnes, souvent, l'expérience de la terreur nocturne va survenir peu de temps après l'endormissement, 30 minutes, maximum 1h30, parce que c'est justement après l'endormissement où on en a plus. Les cauchemars, tant chez les enfants que les adultes, vont arriver dans un autre stade de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, ou en anglais REM sleep. Et ça, au fur et à mesure que la nuit progresse, nous en avons des périodes qui sont de plus en plus longues, donc plus de chances de faire des cauchemars. Alors, on a plus de chances de faire des cauchemars vers les 4, 5, 6 heures du matin et des terreurs nocturnes peu de temps après l'endormissement. Et en passant, il y a d'autres phénomènes dont je n'aurai pas le temps de parler, mais à l'endormissement, il y a des gens qui peuvent avoir des hallucinations hypnagogiques, des visions, des rêves, si on veut, qui peuvent être très effrayantes, qui peuvent faire peur. Au réveil, quand on sort du sommeil paradoxal au matin, il y a des phénomènes tels que la paralysie du sommeil. En sommeil paradoxal, notre corps est activement paralysé, il y a une atonie musculaire, et les gens peuvent se réveiller, mais l'atonie persiste, et donc le sentiment d'être paralysé n'est pas juste quelque chose qu'on s'imagine, on l'est vraiment, ce qui peut amener un sentiment de panique. Et en plus, on peut avoir des expériences oniriques, on peut voir des choses ou sentir des présences, souvent des forces maléfiques. Alors, il y a toutes sortes de phénomènes qui peuvent survenir au cours de la nuit, dans différents stades de sommeil,
qui sont au moins cauchemardesques. Alors, les cauchemars proprement dits sont quand même un phénomène qui est assez prévalent. On parle à près de 10 à 50 des enfants avec un pic aux alentours de 6 à 10 ans. Si on regarde les populations d'adolescents, ceux qui vont rapporter faire des cauchemars une fois par semaine ou plus, c'est 1 à 4 2 à 6 des populations étudiantes. Chez les adultes, 5 à 8 des adultes vont rapporter un problème avec leur cauchemar. Alors, indépendamment de la fréquence, c'est une expérience qui leur nuise et qui souhaitent avoir un traitement pour ça. Dans les populations cliniques, on parle de gens qui souffrent de problèmes d'anxiété, dépression, psychose. Les taux de prévalence des cauchemars est beaucoup plus élevé. Et un sondage auprès de 4000 médecins de famille révèle qu'à peu près 4 de leurs patients vont rapporter de façon spontanée qu'ils font fréquemment des cauchemars. Ça, c'est les prévalences en général, mais nous savons que les cauchemars sont beaucoup plus fréquents chez les femmes que chez les hommes, et c'est une différence qui apparaît déjà vers l'âge de 15 à 16 ans. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. J'ai mentionné tout à l'heure que les cauchemars peuvent être associés à certains troubles, tels que la dépression, les troubles d'anxiété. Nous savons, de par des études épidémiologiques, que ces troubles-là sont plus prévalents chez les femmes que chez les hommes. Donc, il se peut que les cauchemars fassent partie d'une constellation qu'on retrouve plus fréquemment, tout simplement, chez les femmes. Mais nous savons aussi que les femmes sont généralement plus intéressées par leurs rêves que les hommes. Donc, ils ont un meilleur rappel de leurs rêves. Alors, il se peut que, tout simplement, ils s'en souviennent plus que les hommes. Et en contrepartie, les hommes étant des hommes, ça se peut qu'ils nient faire des cauchemars. Ils disent non, non, j'en fais pas, ou minimisent l'occurrence des cauchemars, ou sont moins portés à les rapporter. On a souvent pensé que les cauchemars sont reliés à des niveaux de bien-être psychologique peu élevés ou à des mesures de psychopathologie. Et cela est vrai, mais il y a plusieurs nuances qu'il faut faire. Donc, je vais brièvement parler de la relation entre les cauchemars et le bien-être psychologique. En premier lieu, c'est important de mentionner encore que les cauchemars ont une cause qui est complexe et qui peut impliquer de nombreux facteurs qui vont de la personnalité de la personne à des prédispositions plus de nature neurophysiologique, même dans certaines études qui suggèrent même au niveau de la génétique. Et il y a énormément de débats dans la littérature, tant au niveau théorique qu'empirique, sur l'origine des cauchemars. Et je ne vais pas en parler ici, mais il y a aussi des cauchemars qui peuvent être dus à des prises de médication. Il y a des troubles neurologiques qui peuvent donner lieu à des cauchemars, donc des conditions médicales. Alors, ce que nous savons, c'est que chez les enfants, ceux qui font des cauchemars à haute fréquence sont en moyenne plus anxieux que ceux qui n'en font pas. Mais il y a un bémol. Souvent, et la fréquence des cauchemars et les traits d'anxiété, elle n'est pas mesurée chez l'enfant directement, mais bien auprès des parents. Donc, c'est les parents qu'on questionne par rapport à la fréquence des cauchemars, par rapport à l'anxiété chez l'enfant. Mais ça semble être un des effets par rapport à les cauchemars chez les enfants. Les liens entre l'apparence des cauchemars et des événements stressants, c'est plus ténu. Et ce qui semble être vraiment la clé, ce n'est pas le fait qu'on subit une expérience stressante dans la vie, mais comment on y réagit. Donc, il y a plusieurs enfants qui peuvent faire des cauchemars parce que les parents sont en instance de divorce, parce qu'ils déménagent dans une nouvelle ville, vont aller à une nouvelle école, alors des situations qui sont stressantes. Mais ceux qui sont plus aptes à faire des cauchemars sont ceux qui réagissent fortement et négativement à ces changements-là, et d'autres qui s'adaptent mieux à ces changements sont moins aptes à faire des cauchemars. Par rapport à la psychopathologie, il y a énormément de recherches qui ont été portées sur le lien entre la fréquence des cauchemars et différentes mesures de psychopathologie. Et la majorité des études vont trouver des relations, mais des fois, les corrélations sont relativement faibles. Et dans certaines études, on ne trouve aucun lien significatif entre la fréquence des cauchemars et de mesures de psychopathologie. Et je voudrais juste en profiter pour mentionner que
dans peut-être 50% des adultes qui rapportent faire des cauchemars, on ne trouve rien de cliniquement significatif chez ces gens-là. C'est des gens qui fonctionnent bien. Et même à la rigueur, il y a des gens qui font énormément de cauchemars, mais qui sont aucunement intéressés par un traitement. Le fait de faire les cauchemars ne les dérange pas. Ça les dérange pendant qu'ils font des cauchemars, mais l'idée de ne plus en faire, d'éliminer les cauchemars, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse et quelque part vont dire de faire des cauchemars, je ne peux pas vraiment le verbaliser concrètement, mais ça me fait du bien. C'est une partie de moi. Il y a des gens qui en font depuis qu'ils sont tout petits, et pour eux, ça fait vraiment partie de comment ils se définissent, comment ils se sentent, et ça fait partie intégrale de leur vie. Alors, il y a toute une variété de portraits de gens qui font des cauchemars. Il n'y a pas un seul patron ou corrélat psychologique des cauchemars, mais il y a une série d'études récentes, je veux juste la souligner, qui nous indiquent que les gens qui ont des pensées suicidaires, alors dans ce groupe clinique-là, la proportion de ces gens-là qui font des cauchemars, elle est très élevée. Et en fin de compte, c'est le problème de sommeil qui est le plus fréquent et le plus relié au risque suicidaire parmi des gens ayant déjà tenté de se suicider. Alors, et ça, maintenant, il y a des recherches qui démontrent que c'est vrai non seulement dans les populations adultes, mais aussi dans les populations adolescentes. Ce que nous savons, c'est que quand on voit des relations entre des rêves désagréables et des mesures de psychopathologie, cette relation-là, elle est beaucoup plus forte chez les gens qui font beaucoup de cauchemars que les gens qui font ce qu'on appelait auparavant des mauvais rêves, hein, des rêves désagréables, mais qui nous ne réveillent pas. Donc, les gens qui font des mauvais rêves ont des niveaux de bien-être pas aussi élevés que la population, les sujets témoins, les sujets contrôle, mais les pires encore chez les gens qui font des cauchemars. L'autre chose que nous savons, c'est que presque tout le monde qui fait des cauchemars vont aussi faire des mauvais rêves, mais il y a un bassin de gens qui font uniquement des mauvais rêves et ne font jamais de cauchemars. Et ces gens-là, au niveau de leur bien-être, se situent entre ceux qui font les cauchemars et ceux qui en font jamais, ce qui nous indique à penser que les cauchemars, c'est vraiment une manifestation qui est d'une part plus rare et certainement plus sévère en termes d'intensité, mais d'un même phénomène sous-jacent qui est sur un continuum, qui va des rêves moindrement désagréables aux mauvais rêves, aux cauchemars. Dans la relation cauchemar et psychopathologie, il y a deux variables très importantes qu'il faut considérer. Un, c'est la chronicité des cauchemars. Est-ce qu'on en fait depuis longtemps? Il y a des gens qui peuvent faire des cauchemars depuis qu'ils sont tout jeunes et ça semble être lié à des facteurs de personnalité, mais dans d'autres cas, ça semble être relié à des événements potentiellement traumatisants vécus dans l'enfance. Nous avons des études en cours, par exemple, avec des adultes, mais qui ont été victimes d'abus physiques ou sexuels dans leur enfance. Ce sont des gens encore aux prises avec des cauchemars à l'âge adulte. Nous avons aussi des études en cours avec des enfants, 7-12 ans, dans des centres spécialisés, justement, à cause d'abus, et on investigue non seulement la fréquence des cauchemars, mais aussi les contenus des cauchemars. Est-ce que les cauchemars des enfants qui ont eu différents types de sévismes montrent des contenus différentiels? Donc, la chronicité des cauchemars, elle est importante. Quelqu'un qui n'a jamais fait de cauchemar et commence tout d'un coup à en faire, il faut aussi se questionner, est-ce qu'il y a un trouble plus au niveau médical chez cette personne-là? Comme je dis, il y a des prises de médication qui vont de médication contre la dépression, des antidépresseurs, mais aussi contre la haute tension, des bêta-bloqueurs qui peuvent induire des cauchemars. Alors, il y a différentes causes. Deuxième et peut-être plus important, c'est la détresse causée par les cauchemars. Je vous ai mentionné tout à l'heure qu'il y a des gens qui font des cauchemars à haute fréquence, mais qui sont aucunement intéressés par un traitement pour leurs cauchemars. Et même, ils ont même la difficulté des fois à s'imaginer avoir une vie sans cauchemars. Pour eux, les cauchemars sont importants. C'est une minorité de gens, mais ils existent. Et la relation entre la détresse causée par les cauchemars et la fréquence des cauchemars, elle est très faible. C'est-à-dire, on peut avoir un individu qui fait
un cauchemar par 2-3 semaines, mais qui vit énormément de détresse par rapport à ces cauchemars. Et ce que j'entends par la détresse reliée au cauchemar, ce sont des gens qui, suite à un cauchemar, vont éviter de s'endormir par crainte de continuer ce mauvais rêve-là. Alors, c'est des gens qui vont s'auto-induire, si on veut, une forme d'insomnie. C'est des gens qui activement vont chercher un traitement pour leur cauchemar, qui vont avoir tendance à ruminer sur le contenu de leurs rêves désagréables. Donc, le fait de faire des cauchemars a un impact psychologique négatif pendant leur vie éveillée, pendant le jour. Et d'autres gens qui font des cauchemars à plus haute fréquence n'ont pas cette détresse-là. Et la détresse reliée au cauchemar, c'est surtout cette mesure-là qui est plus fortement reliée à des mesures telles que la dépression, l'anxiété, le névrotisme. Et donc, ce que ça nous suggère, c'est que le fait de réagir fortement à une expérience négative telle que le cauchemar, ces gens-là ont tendance à réagir de cette façon-là par rapport à toute une panoplie d'événements stressants dans la vie quotidienne, d'être en retard, d'avoir un nouvel emploi, des défis financiers, des problèmes relationnels. C'est des gens qui réagissent fortement et avec des émotions intenses, négatives, à toutes sortes de stresseurs dans leur vie, et ils réagissent de la même façon par rapport à leur cauchemar. Donc, on pense qu'il y a aussi une interaction entre ce type de personnalité et le stress. Les cauchemars peuvent très bien survenir en période de stress, mais les gens qui réagissent fortement à ces stresseurs-là, c'est eux qui sont plus aptes à faire des cauchemars. Tout le monde vit des stresseurs dans leur vie, pas tout le monde fait des cauchemars. Alors, une des questions, c'est pourquoi personne X oui, personne Y non, dans une situation très similaire. On pense que ces facteurs de personnalité-là jouent un rôle important. Nous savons que dans les facteurs associés au cauchemar, plein de facteurs qui peuvent être des traumatismes ou des stresseurs importants, que ce soit des agressions, des accidents, des catastrophes naturelles. Il y a des études sur les cauchemars après des tremblements de terre, dans des changements de vie majeurs. Et comme je disais, pour les enfants, ça peut être de commencer une nouvelle école, un déménagement, ainsi de suite. Tout ça peut engendrer des cauchemars, mais pas chez tout le monde. Et encore, c'est plus le facteur, non pas l'événement qu'on a vécu, mais comment on le vit, comment on se l'explique, comment on se l'approprie, comment on gère les émotions qui viennent avec, qui semble être le facteur qui va déterminer qui va faire des cauchemars à haute fréquence. Nous savons aussi que les cauchemars, un type de cauchemar, c'est celui vraiment relié au trouble du syndrome de stress post-traumatique. Alors, ils sont reliés à un trauma d'origine. On a souvent l'idée que les cauchemars chez ces individus-là vont rejouer l'événement traumatisant d'une façon presque fidèle, complète. Et ça, c'est plutôt rare. Il se peut qu'au tout début, après un événement traumatisant, que le cauchemar va rejouer l'événement, mais bien souvent, il va juste rejouer certains éléments du traumatisme, le personnage, les lieux, des faits saillants. Et il y a d'autres détails, au fur et à mesure que le temps passe, qui vont changer. On est avec qui, le rêve se passe où. Alors, il y a des changements, si on veut, des distorsions qui sont ajoutées, des ajouts à ces événements-là. Pour certaines personnes, ce mécanisme d'essayer de digérer l'événement, de dissocier tous les détails et les émotions qui viennent avec, commence à faire défaillance. Le cauchemar peut devenir répétitif, et c'est dans ces cas-là où on voit plus souvent des cauchemars reliés au syndrome de stress post-traumatique, et je vais y revenir. Mais comme je vous dis, l'idée que le cauchemar, même dans cette situation-là, va rejouer l'événement traumatisant au complet, elle est erronée. Les cauchemars ont tendance à changer à travers le temps. Et non seulement ça, mais il peut ensuite, même une fois qu'il disparaît, peut revenir dans d'autres situations. Il y a des études, par exemple, fascinantes, longitudinales, faites de soldats qui revenaient de la guerre de Vietnam. Alors, il y en avait qui faisaient encore des cauchemars reliés à la situation de guerre. Après un certain temps, les cauchemars disparaissaient. Et 5, 10, 15, même 20 ans plus tard, quand les soldats avaient des nouveaux stresseurs, tels qu'un divorce, là, les cauchemars de la guerre de Vietnam revenaient. C'est comme si le cerveau est en train de vivre encore un autre événement très puissant
affectif et cherche qu'est-ce que j'ai vécu dans mon passé qui vient me chercher autant négativement et, comme métaphore, va aller rechercher de nouveau les cauchemars qu'ils faisaient quand ils étaient revenus de la situation de guerre. Jusqu'à assez récemment, il n'y avait pas de modèle qui essayait d'expliquer ou qui expliquait assez bien, d'un point de vue plus neurophysiologique, ce qui se passe dans le cerveau quand on fait des cauchemars. Alors, un de mes collègues, Tori Nielsen, qui est aussi qui travaille à Montréal, est une des personnes qui a mis de l'avant un de ces modèles-là que je vous ai expliqué brièvement. Ce que l'on pense, c'est qu'il y a un endroit du cerveau qu'on appelle l'hippocampe où on a des mémoires d'événements qu'on a vécus, qui va, surtout si on a vécu un stresseur particulier, qui va reprendre cet événement-là, il va nous le rejouer en rêve. Il va venir activer une autre région du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est important pour la régulation des émotions, tout particulièrement notre appréciation de situations qui peuvent nous mettre notre vie en danger, qui viennent générer de la peur. Et alors, l'hippocampe va créer un scénario, mais qui va essayer de mélanger certains détails, qui va les puiser dans nos mémoires sémantiques ou autres, pour essayer de le digérer, vient activer des sentiments de peur. Il y a une autre région dans le cortex préfrontal qui ensuite va évaluer, est-ce que j'ai vraiment raison d'avoir peur de ce scénario-là? Si le rêve réussit à faire son travail, le rêve va être suffisamment altéré ou déconstruit par rapport à l'événement original que finalement notre cerveau va décider non, je ne devrais pas avoir peur de ce contenu onirique-là. Et tranquillement, le rêve va nous aider, si on veut, à digérer, à faire du sens émotionnellement de l'expérience qu'on a vécue. Mais dans certains cas, ce n'est pas assez convaincant et la partie du cerveau, le cortex préfrontal médian, va décider non, on doit continuer à avoir peur et c'est plus là que la personne va être prise dans une série de cauchemars, surtout des cauchemars de nature plus répétitive, parce que le rêve n'arrive pas à accomplir, on pense, une de ses fonctions qui serait d'assimiler des expériences émotivement chargées dans notre vécu et aussi d'atténuer la peur qui vient avec ces images-là. Alors, c'est intéressant, comme je vous dis, parce que c'est un modèle relativement récent, mais qui ouvre la voie à différentes études, incluant en imagerie cérébrale, que ce soit en spectre ou en résonance magnétique, pour essayer de mieux comprendre les mécanismes neurophysiologiques qui pourraient sous-tendre l'expérience de faire différents types de cauchemars. Maintenant, je vous parle un peu des corrélats des cauchemars, qui en fait, pourquoi. Mais beaucoup de gens sont intéressés à la question, qu'est-ce qui fait qu'un rêve devient un cauchemar? Et quelles sont les thématiques qu'on retrouve dans les cauchemars? Et même si c'est une question qui intéresse les gens, jusqu'à tout récemment, la majorité des études ont évalué plus la prévalence à vie de certaines thématiques. Alors, par exemple, je pourrais passer un questionnaire ou même vous demander qui ici a déjà eu un rêve où vous tombez dans le vide? Vous levez la main? OK. Près de 3/4 de la salle. Qui ici a déjà fait un cauchemar où vous perdiez vos dents? OK. Ou vous n'étiez pas prêt pour un examen important? Ça oui, hein? Oui. Moi aussi, j'en fais encore, mais pas cette année. Alors voilà, alors on pourrait très bien penser, voilà des thématiques de cauchemars qui sont fréquentes. Elles ne sont pas si fréquentes que ça, en fin de compte, elles sont assez rares, mais elles sont communes. Ce sont, si on veut, des cauchemars typiques que la majorité des gens vont avoir fait au moins une fois dans leur vie, mais si on regarde un échantillon assez vaste de cauchemars, on voit que dans les faits, ce sont des cauchemars qui arrivent assez rarement. Alors, tout le monde en fait, beaucoup de gens vont en faire au moins une fois dans leur vie, mais ce n'est pas ça qui revient. Mais parce qu'ils sont particulièrement saillants, les gens sont plus aptes à s'en souvenir à long terme, les rapporter sur des questionnaires. Alors,
Très peu d'études qui ont été faites de regarder de façon plus prospective. Si on demande aux gens de garder un agenda de rêve et qu'ensuite on examine les cauchemars qui y sont rapportés et à quoi ressemble leur contenu, ce que je vais vous présenter des données, à quoi ressemblent alors ces récits-là. Alors ici, je vais vous présenter les résultats d'une étude publiée l'année dernière par notre groupe où on a eu plus de 500 participants. C'est une étude qui comportait sur le rêve et les sommeils. Les gens ont gardé des agendas de rêve à la maison d'une période allant de 2 à 5 semaines. Ils devaient rapporter tous les rêves dont ils se souvenaient et aussi on leur demandait d'indiquer si le rêve, le narratif était un cauchemar, un mauvais rêve, un rêve lucide, un rêve récurrent, un rêve où on vole. Il y avait différentes catégories de rêves et donc les sujets ne savaient aucunement qu'un de nos intérêts était sur la fréquence et le contenu des cauchemars et des mauvais rêves. Ensuite, nous avons pris tous ces récits-là et nous les avons quantifiés sur différentes échelles. Un étant son contenu thématique. Vous allez voir les thèmes tout à l'heure. Quelle était l'émotion principale qu'on retrouve dans ces cauchemars-là, son intensité. Et il existe aussi des instruments pour essayer de quantifier le contenu des rêves, soit qui sont les personnages, les actions, interactions sociales, agressives, amicales. Est-ce qu'il y a des échecs, des succès, des chances, malchances? Et il existe aussi des données normatives pour toutes ces catégories-là, basées sur des recherches avec plusieurs rêves. On a aussi regardé le degré de bizarrerie dans les cauchemars et aussi la fin du rêve. Et ça, vous allez voir, c'est des données qui nous ont surpris. On voulait savoir sur quelle note se terminent les cauchemars et les mauvais rêves. Et vous allez voir que, dans une proportion surprenante, ce n'est pas toujours une fin catastrophique dans ces cauchemars-là. Alors, dans cette étude, on a recueilli presque 10 000 rêves, qui est quand même beaucoup, dont 281 cauchemars, un peu plus de 1000 mauvais rêves. Alors déjà ici, on a une idée de la fréquence de ces phénomènes-là. Alors, les cauchemars représentent à peu près 3% de tous les rêves recueillis dans cette étude-là. Les mauvais rêves, un peu plus de 10%. Ici, les données que je vais vous présenter, on a pris pas plus que 2 cauchemars ou 2 mauvais rêves par participant pour ne pas biaiser les données. Et donc, les résultats sont basés sur un peu plus de 250 cauchemars et 400 mauvais rêves de plus de 300 participants avec un âge moyen de 32 ans. Alors, si je vous demande, que pensez-vous sont les thèmes les plus fréquents qu'on retrouve dans les cauchemars? Vous allez me dire quoi? La poursuite, oui. La noyade, OK. La chute. Oui, des accidents. Des agressions. Alors, toutes des choses, mais la noyade elle va être inclue dans les accidents. Mais vous allez voir, premièrement, qu'il y a tout un éventail de thématiques qu'on retrouve dans les rêves. Alors, vous avez une colonne pour les cauchemars, les prévalences dans les cauchemars, les mauvais rêves, mais si vous regardez déjà juste au niveau du total, vous allez voir que les agressions physiques, donc pas juste des rêves de poursuite, mais des rêves où il y a un contact physique, quelqu'un nous agresse physiquement, c'est la thématique la plus prévalente. Mais la deuxième, c'est des conflits interpersonnels, que ce soit avec conjoints, membres de la famille, collègues de travail. Alors ici, on peut être humilié, ça peut être des engueulades, on peut être insulté, traité de façon injuste, mais ce n'est pas des rêves de poursuite, ce n'est pas des cauchemars typiques qu'on a en tête, mais c'est quand même ce qui arrive en deuxième place. Nous avons ensuite des rêves d'échec, d'impuissance, dans un peu plus de 10% des cas de la santé ou de la mort. Alors ici, c'est, par exemple, vous pouvez faire un rêve où vous allez voir votre médecin de famille, et non seulement votre médecin de famille vous informe que vous avez le cancer, mais que vous allez être mort d'ici 72 heures. Alors ça, c'est un des récits que nous avons vus, par exemple, et la personne qui, en réalité, est très jeune, a des jeunes enfants, est tout à fait bouleversée par le fait que d'ici quelques jours, la personne va mourir, ne va pas voir ses enfants grandir. Alors vous voyez, ce n'est pas des thématiques qui, a priori, on penserait surviendraient nécessairement dans nos cauchemars. Appréhension.
Ici, c'est des gens qui font des cauchemars où ils sont convaincus que quelque chose d'horrible va arriver sans qu'il y ait nécessairement un indice de qu'est-ce qui va arriver. Je vais vous donner un exemple. Et ce qui est fascinant de l'exemple que je vais vous donner, qui était un jeune homme dans la trentaine, c'est qu'il a décrit ce rêve, ce cauchemar, comme le pire cauchemar de sa vie. Et le cauchemar il se déroule ainsi. C'est le printemps. La personne sort dehors dans sa cour arrière et il y a les arbres, il n'y a pas encore de feuilles. Et dans un des arbres, il y a un hibou, immense, gris. Et en regardant l'hibou, la personne sait que quelque chose de catastrophique va arriver, vraiment comme un cataclysme, que c'est vraiment la fin du monde. Mais quand on regarde le récit, il n'y a rien. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'autres personnages, il n'y a rien. Alors c'est vraiment une impréhension. On a d'autres où la personne voit un personnage arriver et pense que c'est quelqu'un d'horrible, que c'est le démon en forme humaine, mais il n'y a aucune action, il n'y a rien. Alors ça, c'est des exemples d'appréhension. Être poursuivi, mais sans agression physique, c'est quand même plus rare qu'on le penserait. Force maléfique, des accidents, désastres, catastrophes. Ce qui est absent ici, la perte des dents, de tomber. Hein? Alors, des cauchemars qu'on dirait typiques, mais qui, dans les faits, ici, dans un échantillon de plus de 600 cauchemars mauvais rêves, arrivent dans moins de 1%. Et alors, on ne les a pas comptabilisés, on les a mis dans autres parce qu'ils sont trop rares. On voit qu'il y a des phénomènes ou des thématiques où il y a plus une menace à l'intégrité physique de la personne. On les retrouve plus fréquemment dans les cauchemars, agression physique, être poursuivi, force maléfique ou accident, et que les conflits interpersonnels sont plus fréquents dans les mauvais rêves que dans les cauchemars. Les émotions. Premièrement, on voit que l'intensité des émotions, elle est beaucoup plus grande dans les cauchemars que dans les mauvais rêves. Mais une autre chose qui est importante à noter, souvent on pense que les cauchemars, l'émotion qui prédomine, c'est la peur. Et la peur, elle est de loin l'émotion la plus fréquente qu'on retrouve. Mais il y en a d'autres. Les gens peuvent avoir des cauchemars où le sentiment premier, c'est de la tristesse, de la colère, de la confusion, le dégoût ou autre émotion négative. Et quand on regarde l'intensité de ces émotions-là, elle n'est pas plus faible que les cauchemars où il y a de la peur. Donc, la personne réagit tout aussi fortement avec ces autres émotions que ceux qui sont reliés à la peur. De façon non surprenante, les cauchemars ont plus d'interactions agressives ou des échecs que les mauvais rêves. Les mauvais rêves ont plus d'interactions amicales, surtout en début de mauvais rêves. Et je vais revenir à quel moment le rêve devient un cauchemar, justement. Et ici, ce sont les éléments déclencheurs. Alors, nous avons simplement regardé quel élément dans le récit de rêve fait en sorte que le rêve, justement, tourne au cauchemar. Parce que dans les récits de cauchemars de mauvais rêves, ça ne commence pas tout de suite avec « il y a un agresseur, je me fais poursuivre », il y a une mise en scène. Et alors, on s'intéressait à qu'est-ce qui fait en sorte que, justement, un rêve qui commence dans bien des cas comme étant assez anodin, devient un cauchemar. Alors, dans la majorité des cas, c'est un événement négatif. Alors, la personne est en train de marcher, et là, il y a une attaque de missile. Il y a un événement extérieur qui fait en sorte que le cauchemar est déclenché. Mais dans certains cas aussi, ce sont des pensées ou des cognitions. Alors, par exemple, quelqu'un qui est en train de faire un rêve, même très agréable, la personne est en train de voler par-dessus une ville, et la vision, elle est super belle, et tout d'un coup se met à douter, mais comment je suis en train de faire pour voler? Et là, le doute s'installe, et là, bon, ils perdent de l'altitude et ils vont faire un crash. Alors, ce sont des pensées négatives. Alors, on sait aussi que nos attentes dans le rêve, souvent, va faire un feedback et qui peut venir influencer la construction même du rêve. Si vous rêvez que c'est la nuit, vous marchez dans un parc, et là, vous voyez quelqu'un qui est assis sur un banc. Si vous ne portez pas attention à ce personnage-là, il y a des fortes chances que ce personnage-là va jouer aucun rôle dans votre rêve. Mais si vous dites, ah bien là, je suis tout seul dans le parc, si jamais cette personne-là m'agresse, qu'est-ce que je peux faire? Et là, alors, vous vous éloignez de ce personnage-là qui est sur le banc,
et là, vous vous mettez à marcher rapidement, vous avez peur, et vous vous retournez. Il y a des très fortes chances que le personnage n'est plus sur le banc, mais il est en train de vous poursuivre. Alors, ce qu'on pense risque d'arriver, ou nos émotions, ou nos cognitions dans le rêve, souvent va avoir un impact sur comment le rêve va se dérouler. Et finalement, on a regardé, tout simplement en prenant les récits de ces cauchemars, ces mauvais rêves-là, et nous les avons divisés en 3 tiers en fonction des nombres de mots. Donc, si un récit avait 300 mots, le premier 100, c'est le premier tiers, le 100 mots suivant le deuxième, et ainsi de suite. Et on voit que dans à peu près 40% de tous ces récits-là, le cauchemar ne commence pas dans le premier tiers, mais bien un peu plus tard. Donc, il y a beaucoup de cauchemars et de mauvais rêves, comme je vous dis, qui commencent par des situations qui peuvent être relativement neutres et qui tranquillement deviennent un cauchemar, soit parce qu'il y a un événement soudain qui nous fait peur, soit parce qu'on commence à avoir nous-mêmes de la peur ou une appréhension qui vient en sorte que les choses vont dérouler négativement. Probablement, une des choses qui m'a le plus surpris dans cette étude-là, c'est que je pensais que par définition, tous les cauchemars devaient mal se terminer. Ça cause le réveil, parce que des émotions intenses. Mais dans 20% des cas, non. Il y a soit un dénouement partiel ou un dénouement complet. Et des fois, c'est peut-être juste dans la dernière phrase du cauchemar. Alors, par exemple, quand je dis de dénouement partiel, peut-être quelqu'un vient vous sauver, mais votre conjoint ou votre conjointe va mourir dans le cauchemar. Dénouement complet, quelqu'un a mentionné des rêves de noyade, vous êtes en train de noyer, mais finalement, il y a quelqu'un qui réussit à la dernière seconde de vous sortir de l'eau. Alors peut-être que tout le rêve était négatif, mais à la toute fin, il se passe quelque chose. Nous avions 19% des gens qui, de façon spontanée, ont aussi mentionné qu'ils se sont réveillés par eux-mêmes en réalisant à la toute fin du rêve, c'est un cauchemar, je peux me réveiller, et donc se réveillent et là sont soulagés. Donc il y a différentes fins dans ces mauvais rêves-là et dans ces cauchemars. Nous savons aussi que les cauchemars sont plus bizarres, moins rationnels et il y a moins d'éléments de la vie quotidienne que les mauvais rêves. Finalement, on a aussi comparé chez 136 de nos participants qui ont rapporté à la fois des cauchemars et des mauvais rêves, et aussi avec, pris de façon aléatoire, un de leurs rêves de tous les jours. Et la seule chose que ça nous indique, c'est que, de façon non surprenante, il y a plusieurs éléments oniriques qui deviennent plus intenses, plus négatifs dans les cauchemars. Donc, les cauchemars, au niveau de leur rappel, prennent plus de mots pour être décrits. Donc, ça parle à la vivacité de l'expérience onirique. L'intensité émotionnelle, elle est plus forte, elle est plus bizarre, il y a plus d'interactions agressives, moins d'interactions amicales, plus de malchance. Et alors, ça fait comme s'il y a un continuum. On a les rêves de tous les jours, qu'on sait dans peut-être 80% des cas, quand il y a des émotions, les émotions sont généralement de nature négative. Ensuite, on a ces émotions-là qui deviennent un peu plus intenses, ce qu'on appelle des mauvais rêves, et à l'autre extrémité, on a ce qu'on appelle des cauchemars. Alors, si on différencie un peu les cauchemars des mauvais rêves, ce que ça nous semble indiquer, c'est que les thèmes reliés dans les cauchemars sont vraiment reliés à des menaces, vraiment à l'intégrité physique de la personne. Si on regroupe toutes les thématiques où la personne est en danger, sa santé physique est en danger, c'est presque la moitié de tous les cauchemars qui peuvent être regroupés. Au niveau affectif, c'est les rêves les plus troublants, les plus intenses, souvent associés à la peur, et avec des éléments oniriques qui sont plus bizarres. Les mauvais rêves, eux, sont plus reliés à des menaces plus de nature psychologique. Alors, des conflits interpersonnels ou autres. On a une plus grande étendue au niveau des émotions qui sont vécues et sont moins bizarres que les cauchemars. Encore là vient appuyer l'idée que les cauchemars, c'est une forme plus rare et plus intense, probablement d'un même phénomène sous-jacent. Différence homme-femme. Ici, je vous ai parlé des thématiques en général, mais est-ce qu'on voit des différences dans les thématiques? Et la réponse, c'est oui. Alors, chez les hommes, on a beaucoup plus de chances de trouver des thématiques reliées à la guerre,
reliés à des cataclysmes, tremblements de terre, tsunamis et autres. Et souvent, chez les hommes, l'homme va être tout seul à confronter ces éléments-là. Et dans les rêves des femmes, ce sont souvent des cauchemars reliés bien plus fréquemment à des conflits interpersonnels. Et on pourrait se demander pourquoi, et il y a différentes explications qui ont été mises de l'avant. Certains touchent des théories évolutionnistes du rêve, mais si on pense que le rêve aussi nous parle ou nous met de l'avant des préoccupations qu'on a de façon métaphorique, il va choisir les métaphores qui nous parlent le plus. Et si on parle de films d'action, par exemple, qui est plus apte à aller voir des films d'action? Les gars ou les filles? Ben, c'est les gars. Et pourquoi? Bien, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça qui leur parle le plus, c'est ça qu'ils aiment. Alors, ce n'est pas aussi surprenant que ce sont les métaphores, ce sont les enjeux, parce que de rêver à des cataclysmes, ça ne veut pas dire qu'on a été exposé à ça, mais peut-être qu'on a l'impression que le monde autour de nous s'écroule, qu'on est en train de perdre notre emploi, que ça ne va pas bien au niveau relationnel, mais c'est une très belle métaphore. Moi, j'ai déjà fait un rêve, par exemple, où quand j'étais à l'université, ça n'allait pas bien avec ma conjointe à l'époque. Et là, il y avait eu à Montréal une tempête de neige. Et dans mon rêve, j'étais dans mon automobile avec ma conjointe, mais j'étais pris dans un banc de neige. Et j'accélérais. Ma conjointe dit, ben vas-y, vas-y. Et j'appuyais sur l'accélérateur, mais on n'allait nulle part. Mes roues tournaient dans le vide. Et c'est une très belle métaphore. On est tous les deux dans une auto. C'est le voyage d'une vie, mais on n'avance pas. Et j'essaie de m'en sortir, mais j'ai beau essayer, les roues tournent dans le vide. Alors, on a tous des métaphores, des choses qui nous parlent. Pour les cauchemars avec des contenus interpersonnels, peut-être c'est ça qui parle le plus, encore là, en moyenne, aux femmes. Peut-être que, encore là, des discordes interpersonnelles les interpellent encore plus, et c'est pour ça qu'on les retrouve plus fréquemment dans leurs cauchemars. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour les cauchemars quand on souhaite avoir un traitement? Je vous ai mentionné tout à l'heure qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas avoir de traitement pour leurs cauchemars. Ça ne les dérange pas outre mesure. Même, il y en a qui trouvent ça utile. Je connais des artistes, par exemple, qu'ils aiment ça, faire des cauchemars, parce qu'ils trouvent des sources d'inspiration par rapport à des créations artistiques. Mais pour bien des gens, les cauchemars est une source de détresse, quelque chose de désagréable pour lequel ils souhaitent avoir des traitements. Il y a relativement peu d'études faites sur le traitement des cauchemars chez les enfants. Il y a beaucoup plus d'informations qu'on connaît sur le traitement des cauchemars chez les adultes. Anciennement, on a souvent pensé que les cauchemars sont dus à une problématique sous-jacente et que l'important était de régler cette problématique sous-jacente-là et qu'en faisant ça, le cauchemar, qui est vraiment juste un symptôme de quelque chose d'autre, allait disparaître. Nous savons maintenant que le cauchemar ne va pas disparaître, il va persister. C'est même le cas dans le syndrome de stress post-traumatique où même une fois qu'on commence à régler des symptômes d'anxiété, des symptômes de dépression, souvent un des derniers phénomènes à disparaître, ou souvent qui ne va jamais disparaître, ce sont les cauchemars. Le cauchemar, on peut le conceptualiser comme un problème en soi. Ce n'est pas un symptôme de quelque chose d'autre, ça peut être vrai aussi, mais on peut le considérer comme un problème en soi et le traiter directement. Ça n'empêche pas qu'on fait d'autres types de travail de nature psychologique ou autre avec ces gens-là, mais on peut travailler le cauchemar directement. Et chez les enfants et chez les adultes, indépendamment du type de cauchemar, qu'il soit idiopathique ou qu'il soit relié à un syndrome de stress post-traumatique, de loin, le meilleur traitement que nous avons, c'est la thérapie par répétition de l'imagerie mentale. Il y a d'autres types de traitements qui ont été mis de l'avant, dont je n'ai pas le temps de parler, mais qui ont la même visée, c'est-à-dire de travailler directement avec la problématique des cauchemars. On peut parler des rêves lucides, qui sont les rêves pendant lesquels on prend conscience qu'on est en train de rêver. Dans le cadre de cette série sur les rêves, il y a une des présentations, dans 2 semaines, je crois, qui va toucher justement ce phénomène des rêves lucides. Il peut y avoir l'hypnose, qui
somme toute, une série d'exercices d'imagerie mentale avec un état de relaxation. Il y a d'autres techniques proposées. Et il y a aussi des traitements pharmacologiques tels que le prazosin qui semble très bien fonctionner, surtout dans les cauchemars de nature de stress post-traumatique. Qu'est-ce que ça veut dire le traitement par imagerie mentale? On apprend aux personnes, que ce soit les adultes ou les enfants, à altérer le contenu de leur cauchemar dans l'imaginaire. Pour les enfants, ça peut être, ils peuvent en parler, ça peut être fait par le biais de dessins, par exemple. Il y a déjà 2 études récentes, les 2 canadiennes, une dans des enfants 6-9 ans, l'autre de 8 à 11 ans, où la technique a été démontrée comme étant fort efficace. Et quand je dis qu'on change le contenu du cauchemar, ce n'est pas nécessairement pour le rendre agréable. Il y en a qui vont changer juste un petit détail, il y en a qui changent de tout de A à Z, il y en a qui changent juste la fin, il y en a qui trouvent des solutions magiques, il y en a qui vont interpeller un personnage clé qui vient les aider, il y en a qui vont changer pour qu'eux-mêmes se sortent du danger qu'ils retrouvent dans le cauchemar. Il y a plein de possibilités et on ne suggère jamais ni aux enfants ni aux adultes quoi changer dans leurs rêves, dans leurs cauchemars. L'idée, c'est de changer ce qui leur semble approprié à eux. Et c'est eux qui prennent la décision de quoi faire. Donc, ce qu'on leur demande toujours de faire, c'est quand ils font des cauchemars, de décrire une version altérée de ce cauchemar-là. Pour les gens qui en font beaucoup, on leur demande de ne pas commencer avec le pire cauchemar, parce que ça peut être plus difficile de commencer à se remémorer ces types d'expériences-là. Il y en a pour qui ils doivent au préalable faire quelques travaux parce qu'ils n'ont pas une très bonne capacité imaginaire pour s'imaginer, pour revisualiser des changements de cauchemar, mais le principe de base demeure le même. Et vraiment, la clé, c'est de rédiger une version altérée de ce cauchemar. Donc, une technique qui est, somme toute, assez simple, qui peut être faite sur une base individuelle, qui peut être faite en groupe, qui semble fonctionner dans à peu près 80% des cas. Alors, soit qu'il y a une diminution significative dans la fréquence des cauchemars ou dans leur intensité. Cela dit, ah oui, c'est pas juste que ce traitement-là, aussi simple qu'il puisse paraître, vient atténuer la fréquence et l'intensité des cauchemars, mais il y a des études qui démontrent que ça vient améliorer la détresse psychologique. Pour les gens qui ont un syndrome de stress post-traumatique, vient améliorer les symptômes diurnes, par exemple à la dépression, peut-être parce que les gens commencent à mieux dormir, la qualité du sommeil. Donc, plusieurs répercussions pour une technique qui, somme toute, comme je vous dis, est assez rapide. On parle de quelques sessions. Dans certains cas, une seule exposition et ensuite les gens font l'exercice à la maison. Pourquoi ça fonctionne? On ne le sait pas. On a des idées, mais il y a encore un manque d'études pour bien essayer de départager pourquoi que ça a une efficacité. Mais une chose certaine, pour bien des gens, l'idée même qu'on puisse travailler directement sur le cauchemar est quelque chose de tout nouveau pour eux. Pour des gens qui souffrent des cauchemars, les cauchemars, c'est quelque chose qu'on subit. Hein? Il n'y a rien qu'on puisse y faire parce qu'on est en train de dormir. La seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de ne pas dormir. Et il y en a vraiment qui vont s'auto-infliger de l'insomnie par crainte de faire des cauchemars, pour ne pas vouloir. Alors, l'idée même qu'on peut attaquer le problème du cauchemar directement, sans mettre quelque chose qui est bénéfique en soi, ça change un peu leur vision du cauchemar. Le cauchemar, comme les rêves, c'est une expérience personnelle, subjective, et là, de l'extérioriser, soit en le décrivant, soit par le dessin, soit en faisant un narratif, en soi, a probablement un effet thérapeutique. Et il n'y a aucune évidence que le fait qu'on change quelque chose dans le cauchemar, que ces changements-là sont instaurés plus tard dans les cauchemars qu'on va faire, mais les cauchemars semblent diminuer en termes comme je vous dis, de fréquence et d'intensité. Et ici, je veux juste vous montrer des données avec des gens souffrant de stress post-traumatique qui ont reçu ce traitement-là. Alors, on voit ici ce premier graphique sur le nombre de nuits par semaine où ils ont des cauchemars. Les cercles blancs, ce sont un groupe contrôle. En noir, c'est le groupe qui a reçu des traitements. Alors, on voit qu'il y a une diminution significative qui est maintenue à 3 mois et à 6 mois.
après traitement. Le nombre de cauchemars par semaine, là aussi, un abaissement significatif. Là, ici, c'est un indice de la qualité du sommeil. Alors, les symptômes du sommeil qui sont problématiques diminuent, donc la qualité du sommeil s'améliore et les symptômes reliés au syndrome de stress post-traumatique, une amélioration là aussi. Alors, quelque chose de, comme je vous dis, très relativement simple, mais qui fonctionne bien et qui fonctionne pas juste dans une courte durée, mais les études qui ont regardé des suivis 3, 6, 1 an, même 2 ans plus tard, les gains sont maintenus à long terme. Donc, ça pour dire, il y a des choses qu'on peut faire chez les enfants et chez les adultes pour traiter les cauchemars. Pour ceux qui font des cauchemars reliés à un syndrome de stress post-traumatique, il y a aussi un traitement pharmacologique qui est utilisé, surtout dans le contexte militaire. C'est un antihypertenseur. Encore là, on ne connaît pas trop bien le pourquoi que ça fonctionne, mais dans bien des cas, ça semble bien fonctionner. Il y a, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, différentes causes des cauchemars. Alors, je vous ai parlé que certaines classes de médication peuvent causer les cauchemars. On a aussi des cauchemars qui sont dus à d'autres problématiques. Ici, je vais juste vous le mentionner très brièvement. Je vous ai dit au tout début qu'en sommeil paradoxal, la phase de sommeil le plus fortement corrélée avec des rappels de rêves vifs, dont les cauchemars, on a une paralysie, une atonie musculaire. Cette paralysie-là, chez certains individus, surtout les hommes âgés de 50 ans ou plus, elle peut commencer à disparaître, ce qui va faire en sorte que les gens vont commencer à agir le contenu de leur rêve et, dans certains cas, vont commencer aussi à avoir des cauchemars. Alors, ici, c'est toute une autre problématique. On sait que certaines de ces personnes-là vont développer soit la maladie de Parkinson ou une autre forme de maladie neurodégénérative. Et la semaine prochaine, nous allons voir le docteur Arnulf qui va être ici, qui va vous présenter sur la fonction des rêves. Et c'est une des plus grandes spécialistes au monde de ce trouble-là. Et la personne qui a aussi très bien documenté une série de vidéos tout à fait fascinantes sur les comportements qu'on peut observer chez ces personnes-là. Mais tout simplement pour vous dire qu'il y a différentes causes sous-jacentes pour différents types de cauchemars et donc une bonne évaluation est toujours importante. Est-ce que le cauchemar en soi est un trouble? Si ça vous trouble et vous souhaitez un traitement, je vous dirais oui. Il y a des gens qui en font, comme je vous l'ai mentionné, qui ne souhaitent pas avoir de traitement, que ça ne les dérange pas outre mesure. Est-ce que c'est un processus adaptif? Certaines personnes pensent que oui, que le cauchemar et surtout les mauvais rêves qui n'induisent pas le réveil chez le dormeur ont un travail important pour la régulation des émotions, pour digérer des événements de nature stressante, mais aussi qui nous affectent avec des émotions négatives et intenses. Peut-être que ça joue un rôle dans le traitement des souvenirs émotionnels et peut-être aussi que le fait de faire à répétition des cauchemars ou d'avoir un sommeil qui est fragmenté en soi vient nuire à d'autres fonctions qui sont importantes au cours du sommeil. Alors, on sait que le sommeil a énormément de fonctions reliées à consolider des apprentissages, de toutes sortes, que ce soit verbal, moteur et autres, mais aussi dans le traitement d'informations émotionnelles. Et peut-être que le fait de faire des cauchemars peut aider, dans certains cas, ces processus-là, ou bien y nuire, dépendamment de la fréquence avec laquelle on fait des cauchemars et le nombre de fois qu'on se réveille au cours de la nuit. Alors, c'est des questions qu'on doit toujours encore explorer. Je pense que nous avons besoin, c'est surtout des études longitudinales où on regarde l'apparence, la disparition, le contenu des cauchemars sur une longue période et leur corrélat physiologique, psychologique chez des cohortes de gens. Et dans la mesure où maintenant, on sait quand même que les cauchemars est un phénomène assez fréquent et qu'il existe des traitements efficaces dans bien des cas pour les traiter. Je pense qu'on se doit, en tant que clinicien, de chercheur, d'essayer de rentabiliser ces recherches-là pour être en mesure de mieux aider ces patients. Donc, à l'occasion, il est tout à fait normal de faire des rêves troublants,
désagréables, incluant des cauchemars, mais je pense que la majorité d'entre vous, entre faire des rêves comme ça ou de dormir comme ça, vous allez préférer ce deuxième scénario. Et sur cette note, je vous souhaite de faire des rêves agréables cette nuit. Merci. Merci, merci Antonio Zadra. Maintenant, on passe aux questions. Merci. J'ai une question en général sur les rêves. Elle peut s'appliquer aux cauchemars tout aussi bien, parce que c'est une question qui me travaille. Est-ce que vous avez rencontré dans les cas que vous avez traités ou autres, des cas de rêves qui se continuent sur un temps de plusieurs nuits, etc., un peu comme un livre dont on lirait un chapitre, et puis un deuxième et un troisième, ou est-ce que ça n'arrive jamais? Dans la mesure que les gens rapportent ça, je vous dirais oui, ça peut arriver. Donc, ça peut arriver à l'intérieur d'une nuit où les gens vont dire « je me suis réveillé ». J'ai même rédigé le rêve, je me suis endormi, et là, le rêve a continué. Et par rapport au cauchemar, il y a des gens qui, suite à un réveil d'un cauchemar, vont intentionnellement essayer de se lever ou faire autre chose parce que, de par leur expérience passée, vont se recoucher et le cauchemar risque de continuer. C'est pas juste qu'il va recommencer, mais il y a une continuité. Mais, plus près de votre question, j'ai rencontré des gens qui vont dire même pas sur une période de plusieurs nuits, mais sur des semaines, voire des mois, qu'il y a des thématiques dans leur rêve où c'est comme si le chapitre se termine et la semaine d'après, on continue là où on a terminé, un peu comme votre analogie d'un livre. Et que c'est une longue histoire, pas tous leurs rêves, mais qu'à travers les rêves qu'ils font, il y a des choses qui reviennent et qui progressent avec les mêmes lieux, les mêmes personnages, les mêmes thématiques. Je n'ai pas nécessairement d'explication, mais si votre question est ce que c'est possible, je peux vous répondre qu'il y a des gens qui rapportent faire ces types de rêves-là en continu, oui. Et à ce moment-là, c'est comme vivre deux vies en parallèle. Ma vie d'éveillé et ma vie dans le rêve. Je pense s'il y a continuité. Mais je pense qu'on a ces deux vies de toute façon, jusque une, celle qui est nocturne, peut être en continuité dans ces rares cas, ou bien décousue. Dans d'autres. Mais il y a aussi le cas des mauvais rêves dont on n'a pas conscience, qui n'arrivent pas à la conscience, mais on réveille les autres. Ben oui. Alors moi j'ai deux cas de figure. Ça peut être tout seul dans un terrain de camping. J'ai des échos le lendemain. Et moi je me souviens de rien. Oui. Et je ne suis pas conscient. Ou avec une compagne. Alors là c'est le contraire. Elle ne me dit rien. Mais néanmoins, elle change de comportement. C'est-à-dire que je peux parler en dormant. Elle ne me dit pas ce que j'ai dit, etc. Elle ne me dit pas, mais je me rends compte que quand même j'ai dit des choses en dormant que je n'ose pas le dire à la vie éveillée. Oui. Et son comportement a changé. C'est-à-dire que alors, comment on appelle ça? Je veux dire, non pas le cauchemar, ni le mauvais rêve, mais en deçà du mauvais rêve, où c'est mauvais pour les autres, mais pas pour soi. Oui. Bien, comme je mentionné au début, il y a des expériences comme les théâtres nocturnes, Oui. où les gens peuvent certainement réveiller les autres personnes autour d'eux sans nécessairement s'en souvenir le lendemain. Il y a des gens qui parlent pendant la nuit, ce qui n'est pas inhabituel en soi, mais les vocalisations peuvent, dans certains cas, faire du sens, être agitées. Et là aussi, ce n'est pas toujours ou pas nécessairement relié à un contenu onirique. On n'a pas de souvenir de ça nécessairement le matin, mais les gens vont nous avoir entendu parler. Alors, il y a plusieurs phénomènes qui ne sont pas nécessairement enregistrés au cours de la nuit, je veux dire au niveau du rappel cognitif qu'on en fait, mais qui peuvent très bien perturber les gens autour de nous. Et ensuite, il y a des phénomènes tels que le somnambulisme et autres qui deviennent aussi assez complexes. Justement, je voudrais revenir sur ces terreurs nocturnes. Vous avez parlé des terreurs nocturnes au début.
J'ai vécu personnellement cette situation avec ma fille quand elle avait 3 ans. Ça a duré un certain nombre de semaines et c'était très inquiétant. Et je voudrais savoir s'il y a des séquelles par la suite observées dans le comportement ou le développement de l'enfant. Elle a 17 ans aujourd'hui. Ou est-ce que c'est quelque chose qui passe et qui n'a aucune conséquence? Dans bien des cas, c'est quelque chose qui s'estompe avec à l'adolescence, qui disparaît. Et non, à ma connaissance, il n'y a pas nécessairement de séquelles à long terme. Ce qui peut arriver, c'est quand même quand les gens qui ont fait des terreurs nocturnes en bas âge, il y a un certain groupe qui sont plus aptes, par exemple, à avoir d'autres parasomnies similaires, telles que le somnambulisme plus tard. Mais de continuer à faire les terreurs nocturnes à l'âge adulte, c'est peut-être 1% de la population. Donc, dans bien des cas, non, ça disparaît. Et c'est très troublant, non pas pour l'enfant, mais pour les parents, oui, bien on souvent, a même oui. consulté des psychologues, on ne savait pas, hein, c'était terrorisant pour nous aussi. Oui, alors absolument. On ne peut pas Et aussi, les consoler. oui, c'est surtout ça, c'est le fait de les prendre, de les regarder, Elle de ne voir que reconnaissait notre pas pouvoir sa est propre limité. mère. Oui, voilà. Oui, Merci. absolument. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je voudrais savoir s'il est vrai qu'il y a des facteurs qui peuvent déclencher des cauchemars, comme par exemple avoir trop chaud, être trop couvert, avoir trop mangé. Si c'est vrai que ça peut favoriser la venue de cauchemars. Alors, trop chaud, trop froid, je pense que tous ces éléments-là, dans la mesure qu'ils peuvent venir à interrompre notre sommeil ou fragmenter le sommeil, ça fait en sorte qu'on est plus apte à se souvenir de rêves qu'on aurait peut-être oubliés. Alors, le fait de manger quelque chose d'épicé ou de fromage, et ainsi de suite, je ne pense pas qu'en soi vienne nécessairement induire des cauchemars, mais dans la mesure que ça peut causer une indigestion, par exemple, là, ces sensations-là peuvent être incorporées dans un rêve et en faire un mauvais rêve. Et comme je vous dis, dans la mesure que ça vient fragmenter le sommeil, on est plus apte à se souvenir de rêves parce qu'on se réveille au cours de la nuit et se souvenir de quelque chose, un contenu onirique qu'on aurait oublié autrement. Mais est-ce qu'il y a un lien direct entre ces facteurs-là et le fait de faire des cauchemars? Pas nécessairement. Je dirais que c'est plus des choses indirectes, dans la mesure que ça influence la qualité du sommeil. Bonsoir. J'avais une amie qui, quand elle se levait de ses cauchemars, continuait à avoir ces éléments de cauchemar dans la vie réelle. Donc ça durait pendant, je sais pas, 5-10 minutes. Elle n'arrivait pas à différencier les deux. Et je voulais savoir s'il y avait des gens qui restaient bloqués dans leurs cauchemars, même en temps éveillé, sur des périodes plus longues. Il y a des gens qui souffrent de lésions, alors des cérébraux lésés, où il peut y avoir la confusion entre le monde onirique et le monde réel, mais c'est des cas extrêmes. Mais oui, il peut arriver qu'on a, mais c'est quand même assez rare, que soit que les images persistent pendant un certain temps après qu'on se réveille, encore là c'est assez rare, et de confondre les deux, tout dépend de l'intensité, ça dépend de quelle façon on s'est réveillé aussi de ce cauchemar, de ces épisodes-là. Si une des questions était pendant combien de temps ça peut persister, ça dépend de ce qu'on entend par qu'est-ce qui persiste. Est-ce que c'est les images oniriques? Ça devrait s'estomper assez rapidement. Si c'est des croyances qui nous est arrivé quelque chose, alors j'ai déjà vu un monsieur qui a fait un cauchemar où il était faussement accusé d'un meurtre, mais pendant une bonne partie de la journée avait de la difficulté de se défaire de l'idée que peut-être la police allait venir l'arrêter parce qu'il avait, on pensait tuer quelqu'un quand il savait qu'il était innocent, mais tout ça s'est passé dans un cauchemar qu'il a fait. Alors, je pense que c'est variable, ça peut aussi dépendre à quel moment on est dans notre vie, ce qui se passe, qu'on est en privation de sommeil. Mais habituellement, quand ça arrive, ce qui est rare, c'est de très courte durée quand même. Merci pour votre exposé. J'ai deux petites questions qui sont liées. Est-ce qu'on a des éléments qui permettent de faire des analyses qui différencient l'ampleur ou la nature des cauchemars un petit peu selon les époques et par ailleurs selon les pays, les cultures, les environnements? En particulier aujourd'hui, on parle beaucoup du poids des maladies psychologiques, psychiatriques, notamment dans l'environnement occidental.
liés à différents facteurs hein, d'environnement, d'immédiateté aussi de communication. Est-ce qu'il y a des études ou des recherches sur ce facteur-là d'évolution, bon, mis à part les cas de post-traumatisme liés aux conflits et aux guerres? C'est une excellente question. Je ne pense pas qu'il y ait des études vraiment à grande échelle systématiques, mais par exemple, quand on regarde des écrits au 15e, 16e siècle par rapport au cauchemar, on trouve beaucoup plus de références à des forces maléfiques, au diable, à des spectres, des choses de ce type-là. Et je pense que la culture dans laquelle on baigne influence. Alors maintenant, on peut avoir incorporé des personnages qu'on a vus dans les films ou dans les ouvrages qu'on est en train de lire. Il y a aussi des changements. Même si on remonte pas si loin, mais quand il y avait la télé, et la télé était juste noir et blanc, les gens étaient plus aptes à rapporter des rêves où il n'y avait pas de couleur. Les rêves étaient en noir et blanc, probablement influencés par ce médium visuel dans lequel on est exposé. Et une fois que les télévisions sont devenues des télévisions à couleur, il y a moins de gens qui rapportent rêver en noir et blanc. Alors, je pense que certainement, dans la mesure que les rêves, incluant les cauchemars, reflètent nos préoccupations, qui reflètent nos stresseurs, mais aussi nos croyances, ainsi de suite, tout ça peut être incorporé dans les rêves. Et dans le cas des cauchemars, dans certaines cultures, de faire des cauchemars intenses, ça peut être lié à des pratiques chamaniques, ça peut être perçu comme notre capacité d'aller voyager dans d'autres mondes. Alors, il y a des façons, tout comme nous, on apprend aux enfants que le rêve est quelque chose d'imaginaire, créé dans le cerveau, que ça disparaît au moment de l'éveil. On peut inculquer d'autres types de croyances par rapport aux rêves, où ils se passent, leur signification. Et ça, c'est imprégné de la société dans laquelle on est. Oui, bonsoir, je suis là. Au mieux en haut. Oui, je vous entends, je vous vois pas. Oui, très bien. Comment expliquer que certains cauchemars, oui. Vous réveillent et d'autres cauchemars, apparemment, d'après ce que vous avez expliqué, ne réveillent pas? Est-ce que certaines personnes ont des mécanismes qui les protègent et qui les font réveiller avant que le cauchemar devienne trop oppressant? Ou est-ce que c'est une question de certains cauchemars pour la même personne réveillent et d'autres pas? Comment ça s'explique? C'est une très bonne question. Il se peut, premièrement, que différentes personnes ont différents seuils d'éveil à l'intérieur. On sait que c'est vrai au cours du sommeil, quel genre de bruit, quelle intensité de bruit on a besoin pour se réveiller. Alors, par exemple, il y a des gens qui dorment très profondément, que c'est très difficile de les réveiller au cours du sommeil, d'autres qui ont un sommeil très, très léger, le moindre bruit se réveille. Le même phénomène peut se produire à l'intérieur du monde onirique. Il y en a que leur seuil de tolérance, si on veut, au niveau des affects, elle est plus bas, donc une émotion X va susciter un réveil, et d'autres, les émotions doivent être beaucoup plus intenses pour les réveiller. Ça peut être un des facteurs qui les différencie. Il peut aussi y avoir le fait que, comme je dis, presque tout le monde fait des cauchemars, font aussi des mauvais rêves, donc un semble être quelque chose de plus intense que l'autre, et quand on regarde les intensités des émotions qui sont rapportées dans les mauvais rêves et les cauchemars, en moyenne, sont notés comme étant plus intenses que les mauvais rêves. Maintenant, il y a des gens qui semblent faire beaucoup de mauvais rêves et jamais techniquement des cauchemars. Le pourquoi, on ne le sait pas. Est-ce que c'est parce qu'ils attribuent le réveil à d'autres causes? Ils ne font pas le lien direct entre les deux? Est-ce qu'il y a des phénomènes psychologiques? Ou, comme vous le disiez, peut-être que les mauvais rêves chez ces personnes-là accomplissent mieux leur travail de dissimuler les émotions? Mais on ne le sait pas vraiment encore. Et même cette distinction-là entre cauchemar, mauvais rêve et autres, c'est comme quelque chose qui, somme toute, est quand même assez récente. On avait tendance à tout englober ensemble. Oui, bonsoir. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que le cerveau continue à rêver et à produire des métaphores, y compris pendant le jour, même si c'est de façon inconsciente, et que du coup le rêve n'est juste un cas particulier d'une activité plus générale du cerveau qui est permanente? Aussi une bonne question. Je commencerai par dire, je pense qu'il est
fort probable qu'on a différentes formes d'activité onirique, probablement tout au cours de la nuit. C'est certainement pas quelque chose qui est limité au sommeil paradoxal. On peut avoir des rappels oniriques dans d'autres stades de sommeil. Est-ce que ça se poursuit pendant le jour? Mais pas on ne pourrait pas appeler ça nécessairement une activité, je dirais, onirique, qui par définition ne survient que ce soit à l'endormissement, à l'éveil ou pendant le sommeil. Est-ce qu'il y a des choses similaires? Bien, peut-être, mais je n'appellerais pas ça nécessairement des rêves. Et si on a un contenu, mais que notre esprit est engagé dans le monde dans lequel on est à l'état éveillé, et de dire, bon, ça continue quand même, et il y a des contenus métaphoriques, mais tout ça dans l'inconscient. Je pense qu'à l'état de veille, l'inconscient est aussi préoccupé par ce qu'on est en train de vivre dans notre quotidien, et donc de gérer les deux. Si je prends l'exemple qu'il y a tout cet autre volet qui continue, me semble que ça ferait beaucoup, en tout cas pour mon cerveau, à traiter même inconsciemment de ces deux univers-là simultanés. Je pense que mon cerveau en a assez avec un ou l'autre. Mais dans la mesure que c'est inconscient, qu'on ne s'en souvient pas, c'est difficile de dire qu'il y a présence ou absence, mais ça me surprendrait dans la même façon que ce soit un contenu onirique qui continue 24 heures sur 24. Oui, bonsoir, merci. Je suis là, à côté. Oui. Merci beaucoup déjà pour cette présentation, très très intéressant. Je me demandais, vous avez beaucoup parlé des réactions au niveau cortical, l'hippocampe, l'amygdale, je trouvais ça très intéressant. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe dans le reste du corps. Est-ce que on vit les événements comme dans la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va avoir les mêmes réactions physiologiques, comme les décharges d'adrénaline, des choses comme ça, aussi dans le sommeil, ce qui pourrait donc impacter un peu le reste de la journée. Je commencerai par vous dire que certainement que pour le cerveau, de rêver à une chose revient, c'est très très semblable à la faire dans la vie éveillée. Alors, et le fait que, par exemple, il y a des maladies telles que le trouble de sommeil, les troubles comportementaux en sommeil paradoxal, où cette paralysie qui habituellement accompagne le sommeil paradoxal commence à faire une défaillance pour des raisons neurodégénératives, mais peu importe, on voit que la personne commence à agir le contenu de ses rêves. Ça nous informe que, par exemple, les circuits moteurs qui contrôlent nos bras, nos jambes, sont actifs. Et si ce n'était pas pour cette paralysie qui a lieu dans le tronc cérébral, on agirait le contenu. Alors, ça veut dire que le cerveau est en train, si vous rêvez que vous jouez du piano, est en train de commenter vos doigts, de faire les mouvements. Si vous avez déjà les cauchemars même, souvent, on a des palpitations, on a vraiment peur. Quand on se réveille, il y a un soulagement. Donc, pendant qu'on est immersé dans l'expérience onirique, on y croit et notre corps, il réagit avec le système nerveux autonome, respiratoire. Et même chose dans les rêves qui sont agréables. Si vous avez déjà fait un rêve agréable, érotique, vous avez eu une expérience d'orgasme ou des choses de ce type-là, ça peut être vraiment convaincant. Alors, je vous dirais que oui, à un certain degré, plus grand qu'on pourrait se l'imaginer, notre corps réagit au contenu onirique, tout comme c'était une vraie expérience. Et je vous répète, pendant qu'on est dedans, on y croit. C'est juste au moment du réveil qu'on se dit « Ah, c'était bizarre, ce n'était habituel, ce n'était qu'un rêve », mais pendant qu'on est dedans, on pense que c'est une vraie expérience dans laquelle on est immersé, que c'est vraiment la réalité. Oui? Voulez-vous prendre le micro, s'il vous plaît? Ah, oui. Bonsoir. Vous avez dit que les antidépresseurs pouvaient favoriser les cauchemars. Qu'en est-il des somnifères? Encore là, je ne le sais pas, mais ce n'est pas une des catégories les plus aptes à causer des cauchemars. Mais encore là, les somnifères, il en existe plein de types. Qui ont certains courte durée, longue durée. Il y en a qui favorisent l'endormissement. Il y en a qui vont favoriser le fait de nous garder endormis plus longtemps, parce que les gens n'ont pas une insomnie d'endormissement, mais ils se réveillent trop tôt le matin. Alors, il y a différentes catégories avec différentes
différents modes d'action. Certaines personnes vont rapporter des rêves troublants, oui, avec certains somnifères, avec la prise de mélatonine aussi. Alors, ça peut arriver, mais les réponses à des agents pharmacologiques sont très variées. Alors, je vous dirais oui, ça peut arriver, mais ce n'est probablement pas la catégorie de médication où on retrouve le plus de plaintes reliées à des mauvais rêves et des cauchemars. Et il y a certaines médications aussi où la plainte n'est pas nécessairement de faire des cauchemars, mais de faire des rêves qui sont hyper réels, un peu trop, tellement que c'en est troublant. Alors, il y a différentes expériences subjectives qu'on peut avoir suite à une prise de médication. J'ai deux cauchemars qui me sont arrivés étant jeune et ils se sont réalisés. C'était la mort de 2 personnes de ma famille. La première personne n'était pas malade quand j'ai eu ce cauchemar, mais je me suis réveillée le matin et j'ai dit mon oncle va mourir. Et il est mort quelques mois après. Et ça m'est arrivé pour une autre personne aussi quand j'étais jeune. J'avais entre 10 et 12 ans. Et après, ça m'a laissé très angoissée. Et de temps en temps, je danse des rêves comme ça, qui tournent au cauchemar, parce que je suis extrêmement angoissée. Je pense à certaines personnes. Et ça me fait peur. Oui. Et votre question serait? Mais c'était surtout quand j'étais jeune. Oui. C'était très fort, et ça s'est réalisé. Mais ce type d'anecdotes-là sont relativement parlant assez communes. Je veux dire, il y a assez de gens qui rapportent avoir eu ce type d'expérience-là. Maintenant, si j'élargis juste au phénomène des rêves prémonitoires, qu'on pourrait dire, je vais vous donner un exemple. Presque à chaque fois qu'il y a, par exemple, un écrasement d'avion, j'ai quelqu'un quelque part qui va m'envoyer un courriel me disant « J'ai rêvé à cet écrasement d'avion-là ». Maintenant, probablement qu'au nombre de rêves collectivement qu'on fait, il y a quelqu'un à toutes les nuits qui va rêver qu'un avion s'écrase. Et s'il n'y a rien qui se passe dans les semaines qui s'en viennent, il n'y a personne qui va m'écrire. Donc, on a un biais de regarder quand on fait certains types de rêves. Quand il y a une correspondance, là, on y porte attention. Donc, moi, je peux rêver qu'il y a un tremblement de terre, et s'il n'y arrive rien, bien, je vais oublier ce rêve-là. Mais s'il y a un tremblement de terre, je vais faire le lien. Alors, il y a ça qui peut expliquer certains de ces phénomènes-là. Dans d'autres cas, des fois, on peut avoir des indices très subtils d'une maladie d'une personne, changement de voix, couleur de la peau, ainsi de suite, sans que la personne ne sache qu'ils sont malades. Et ces éléments qu'on a perçus sont travaillés par notre esprit, par notre inconscient, si vous voulez, et peut-être qu'on a déduit que la personne n'est pas bien et on peut rêver qu'ils sont malades à leur mort. Mais il y a occasionnellement des cas de rêves qui correspondent à des événements qui sont difficilement explicables. Et je n'ai aucune explication pour ça et je fais confiance que la personne, ce qu'il nous dit est véridique et on ne peut pas nécessairement expliquer facilement ces types de correspondances-là. Merci. Bonsoir. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y aurait des comportements ou des techniques à réaliser juste avant l'endormissement pour amoindrir la fréquence des rêves ou leur intensité ou disons, les éliminer éventuellement ou les dévier de leur fréquence, de leur thématique Alors ici, c'est parce que les rêves, en général, nous troublent ou nous fatiguent, ou nous semblent trop réels. J'essaie de comprendre pourquoi on voudrait faire ça. Pour éliminer éventuellement les cauchemars ou les mauvais rêves, ou supprimer leur effet négatif. Il y a des choses qui peuvent aller des exercices de relaxation musculaire avec des exercices d'imagerie qu'on peut faire à l'endormissement. Il y a des techniques d'auto-hypnose qu'on pourrait utiliser avant l'endormissement. L'autosuggestion aussi.
qui peut fonctionner pour certaines personnes. Donc oui, je vous dirais à la rigueur, il y a certaines choses qu'on pourrait faire avant l'endormissement, mais même à l'état de veille qui viennent telles que les techniques de répétition par imagerie mentale qu'on peut faire non seulement avant l'endormissement, mais pendant le jour, qui peut venir atténuer ce type de rêves-là. La raison que je vous demandais pourquoi on voudrait atténuer, je pensais que c'était tous les rêves. Il y a des conditions qui sont rares, qu'on appelle des rêves hippiques. Ce sont des gens qui ont l'impression de rêver toute la nuit sans cesse, et souvent des rêves qui ne sont pas nécessairement désagréables, mais très avec des thématiques monotones. La personne est en train de faire du ménage toute la nuit. Et donc, on appelle ça des rêves hippiques. Il y a des gens qui ont étudié ces personnes-là en laboratoire. On ne trouve pas d'anomalie au niveau de leur sommeil, pas plus qu'une population normale, sans pas plus avoir un rappel onirique plus élevé en laboratoire, si on le réveille dans différents stades de sommeil. Alors, je pensais à des choses comme ça où les gens voudraient peut-être éliminer, si on veut, cette sensation de rêver sans cesse toute la nuit et se plaignent d'une fatigue au réveil le matin parce qu'ils sont fatigués d'avoir marché toute la nuit ou d'avoir frotté la cuisine toute la nuit. Alors, c'est pour ça que je voulais clarifier votre question. Merci. Bonsoir. Je voulais rebondir sur une question qui avait été posée tout à l'heure sur les facteurs du réveil. Qu'est-ce qui fait qu'un mauvais rêve devient un cauchemar? Quels pourraient être les facteurs du réveil? J'ai entendu un jour qu'on ne pouvait pas rêver de ce qu'on ne peut pas supporter. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Est-ce que on peut se réveiller au moment où le cauchemar devient insoutenable et où on ne peut plus supporter ce qui nous arrive dans ce cauchemar? Qu'est-ce que vous en pensez? Je serais plutôt en désaccord avec ça parce qu'on a des cas de gens, par exemple, qui ont vécu dans leur cauchemar la destruction complète de leur corps, hein, de se faire mitrailler, de se faire... et je pense que c'est une image que pour bien des gens, la majorité, devrait être insupportable. Mais les gens ne sont pas réveillés au moment où se faisaient mitrailler ou exploser, et le reste se poursuit. Ils se voient morts par terre, criblés de balles ou déchiquetés en morceaux, et commencent à voir, et même pensent pendant le cauchemar qu'ils sont en train de s'observer comme un near-death experience, qu'ils sont en train d'observer leur corps. Alors, des expériences très troublantes, des accidents horribles d'automobile, de voir ses enfants mourir. Alors, je pense que il y a des expériences très négatives que les gens ne voudraient pas faire et qu'ils ont quand même vécu. Donc, je ne pense pas que c'est vrai de tout le monde, en tout cas, qu'on était capable de rêver à des choses qui nous sont insupportables. Autant on a la vision souvent qu'on va retrouver dans des films ou dans des histoires que la personne se réveille juste au moment où on se fait poignarder ou attraper. Il y a des gens qui, dans leur cauchemar, se font poignarder, ne se réveillent pas juste avant le moment, le dénouement, se font attraper et vivent cette agression-là. Donc, ça peut certainement arriver. Et maintenant, une question serait à savoir pourquoi certaines personnes, le cauchemar va un pas plus loin que d'autres non. Mais ça, on n'a pas de réponse à ça. Bonsoir. Je voudrais savoir si vous aviez Oui. Si vous aviez déjà rencontré des personnes qui avaient entamé une thérapie psy et qui du coup avaient développé les terreurs nocturnes suite au début de cette thérapie ou pas? Parce que personnellement, j'arrête pas d'en faire depuis. Donc, vous me conseillez quoi? De continuer et de me réveiller toutes les nuits en ayant quelqu'un qui m'agresse ou... La question de un, délicate. Deux, oui, théoriquement, ce serait possible parce que ça dépend pourquoi on va en thérapie, ça dépend qu'est-ce qu'on nous raconte. Et là, je vais juste donner un exemple. Il y a des gens qui sont déjà allés en thérapie, rapportent aussi des problèmes de cauchemar. Le thérapeute, de par le contenu du cauchemar,
infère un historique d'abus et ce n'est pas le motif de consultation. La personne n'a aucun rappel. Alors, à part toutes les questions d'éthique par rapport à suggérer une type d'expérience comme ça uniquement basée sur le contenu des rêves des gens, mais ça commence à travailler chez la personne. Est-ce que ça se peut que c'est arrivé? Est-ce que ça se peut que mes parents ont fait ci, ont fait ça? Quand la personne avait aucun souvenir de ça, ça peut venir engendrer d'autres cauchemars ou d'autres phénomènes. Alors, je dirais dans ces circonstances-là, oui, mais je pense que le problème là est plus avec une idée peut-être mal guidée du thérapeute. Sinon, d'aller consulter, de développer des problèmes suite à une consultation, ça me semble quand même atypique comme parcours. Oui? Il me semble au départ que quand vous avez parlé des parasomnies avec les atonies musculaires et les illusions hypnagogiques ou hypnopompiques, que vous avez dit que ça a lieu en général plutôt en fin de nuit. Soit pendant l'endormissement, au début de nuit, ou soit le réveil au matin, c'est-à-dire entre les transitions, soit qu'on passe de l'éveil au sommeil ou quand on sort du sommeil pour se réveiller. D'accord, j'avais cru comprendre que vous disiez que c'était plutôt à la fin, et moi dans mon expérience c'est plutôt au départ. C'est pour ça que je voulais savoir s'il n'y avait pas de... Non, les deux existent, les deux variantes existent. Juste une question méthodologique. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'échelle de Hall. Je suppose que c'est Edward Hall, le spécialiste de la proxémique, c'est-à-dire les distances que l'on adopte lorsqu'on est en situation d'interaction. Oui. Alors, comment vous évaluez, avec votre échantillon, la distance qu'ils ont adoptée lors d'un cauchemar? La distance entre quoi et quoi? La distance avec les personnes à qui ils ont eu une interaction lors d'un rêve ou d'un cauchemar. Non, ce qu'on cote, ce n'est pas la distance, mais bien la nature de l'interaction, qui peut être amicale, agressive. Et agressive, il y a différentes sous-catégories. Alors, qui peut aller d'une insulte, alors quelque chose qui est verbal, à une attaque physique, à un meurtre. Donc, ce n'est pas l'échelle de distance telle qu'on... Les variations proxémiques, c'est-à-dire la distance intime, personnelle, sociale, professionnelle, publique, etc. Ah non, on peut coter les personnages dans les rêves, sont connus, inconnus, de nature on rêve. Ça peut être quelqu'un qui est connu mais qu'on ne connaît pas réellement, alors un acteur de film ou des choses comme ça. Alors ça, ces échelles-là existent, mais pas la distance physique, non. Oui, bonsoir. Et j'avais entendu dire que la plupart du temps, les gens ne meurent pas dans les rêves. Ils se voient mourir, qu'ils vont mourir, mais qu'ils se réveillent avant. Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est pas vrai. Dans le sens où il y a des gens qui ont vécu leur propre mort dans les rêves et se sont réveillés. Et c'est pour ça qu'on connaît ces récits-là. Alors, oui, il y a des gens qui peuvent très bien se réveiller avant qu'ils se font, comme on le mentionnait tout à l'heure, poignarder, tirer autre chose. Mais il y a des gens qui vont vivre l'expérience de leur mort pendant le rêve et qui vont se réveiller et s'en rappeler. Donc, vous pouvez très bien mourir dans votre rêve et vous n'allez pas mourir nécessairement dans la vraie vie. Cela dit, ce que j'aime dire, c'est que si vous êtes endormi et vous êtes en train de rêver, et que votre corps physique meurt, je pense que vous allez mourir dans votre rêve. Oui, je parlais, c'est pour ça que j'avais entendu la plupart des gens, si c'était seulement pour les cauchemars. C'est pas une question qui est étudiée de façon systématique, mais c'est une idée reçue qu'on ne peut pas faire l'expérience de notre mort. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des gens qui l'ont fait et qui ont partagé ces récits-là. Avec d'autres. Donc, c'est quelque chose qui peut certainement arriver. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose que tout le monde va vivre? Certainement non, mais c'est certainement possible. Bonsoir.
Lorsque l'on est en présence d'une personne qui visiblement est en train de faire un cauchemar, bon, je cite le cas de mon épouse, elle commence à avoir le corps agité, elle fait des mouvements, bon, pas des grands mouvements, mais on voit bien qu'il se passe quelque chose, et elle commence à crier et tout. Est-ce qu'on doit la réveiller ou est-ce qu'on ne doit pas la réveiller? Quelle importance ça peut avoir pour elle? Premièrement, la première question que je vous demanderais, c'est ces événements-là, est-ce qu'ils surviennent en début de nuit ou en fin de période de sommeil? Juste pour différencier les cauchemars des terreurs nocturnes. Non, c'est plutôt en cours de nuit. Moi, je ne peux pas dire à quel moment de son cycle de sommeil ça se produit. Mais ce n'est pas en début de nuit, c'est en plein milieu de la nuit. Oui. Alors, s'il y a des gémissements, moi, les quelques fois que j'ai vu ma conjointe qui me semblait être en train de faire des cauchemars, je l'ai réveillée parce que je me suis dit, elle est en train de faire une expérience très négative qui la dérange, je vais y mettre fin. En la réveillant, et elle se rendort tout de suite. Alors, je ne pense pas que pour des rêves, des cauchemars occasionnels, que vraiment ça a un impact significatif d'un sens ou d'un autre. Alors, si on pense que le rêve est en train d'accomplir un travail, peut-être de les réveiller, c'est une mauvaise chose, mais si les cauchemars sont vraiment de nature rare, comme c'est le cas que je vous disais, c'est très rare que ma conjointe me fasse des cauchemars, peut-être 2-3 fois par année. Alors, si je m'en rends compte un soir, bien, habituellement, je vais la réveiller. Je dirais que ça dépend, et ça dépend de sa réaction. Et la raison que je voulais distinguer par rapport aux terreurs nocturnes, c'est que les terreurs nocturnes, il peut y avoir une réaction très forte, physique, et comme on le mentionne chez les enfants, être inconsolable, mais que chez les adultes, ça peut être assez violent au niveau de l'affect, au niveau des cris, et ainsi de suite. Alors, c'est difficile à savoir, et d'autant plus que la personne est souvent inconsolable. Alors, ça prend beaucoup de temps à se calmer, à se rendormir. C'est pour ça que je demandais si c'était plus en début de nuit ou en fin de nuit. On va prendre la dernière question. Bonsoir, merci pour votre exposé. Vous avez parlé du contenu des cauchemars. J'aurais voulu parler du ressenti. Alors, je ne pense pas que ça soit de l'appréhension, que ça rentre dans la catégorie appréhension que vous avez montré. Mais j'ai déjà fait l'expérience d'avoir un rêve qui en soi ne paraît absolument pas être un cauchemar. Hein. Dans son contenu, il n'y a absolument rien qui pourrait le définir comme tel. Néanmoins, il est ressenti comme tel. C'est-à-dire que c'est un rêve qui réveille, qui est vraiment accompagné d'émotions très négatives. Alors la première question, c'est est-ce que ça arrive? Est-ce que je ne suis pas le seul dans cette situation? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a une explication scientifique? Vous avez montré un diapositive sur les mécanismes cognitifs. Et est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe là-dedans scientifiquement? Alors, premièrement, d'avoir, oui, des cauchemars où le contenu ne semble pas être cauchemardesque, je vous dirais oui, les deux choses peuvent arriver. Il peut y avoir des récits où, quand on les examine, si la personne n'avait pas noté qu'ils avaient eu une émotion intense, négative et un réveil, juste en lisant le narratif, on n'aurait jamais pensé que c'était un cauchemar. Alors, certainement, oui, ça peut arriver. L'inverse est vrai aussi. On peut avoir des narratifs qui semblent être complètement effrayants, mais c'est effrayant d'une perspective où on se dit, si ça arrivait dans la vie réelle, j'aurais une peur atroce. Mais dans le rêve, pour cette personne-là, il n'y avait pas d'affect. Alors, la réponse affective au contenu onirique, elle était soit inappropriée ou absente. Alors, les deux choses peuvent arriver. On peut avoir des rêves que les images devraient nous troubler, mais pendant le rêve, on ne l'est pas. Et à l'inverse, on peut avoir un contenu qui semble neutre ou des fois, c'est vraiment un pressentiment que quelque chose va arriver d'horrible, qui est cauchemardesque, un peu comme des scènes dans des films mais là, il y a la musique qui nous indique quelque chose de... il y a... Dans le rêve, au lieu d'avoir de la musique, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui nous dit quelque chose d'horrible qui va arriver. Même si le rêve, je vous ai mentionné le rêve avec le monsieur, avec les arbres et le hibou.
et qu'il avait décrit ça comme étant le pire cauchemar de sa vie. Hein? Pourtant, il n'y a rien qui y arrive. Mais il y a un sentiment de quelque chose de catastrophique. Alors, je vous dirais oui, certainement que ça peut arriver. Est-ce qu'il y a une explication scientifique pour ça, si vous voulez dire neurophysiologique? Même le modèle que je vous ai démontré, c'est basé sur ce qu'on connaît sur différentes structures neuroanatomiques, comment elles sont activées ou désactivées en sommeil paradoxal, et qui cherche à expliquer un peu comment ces images-là sont générées, comment les émotions sont générées, comment elles sont stockées plus tard. Mais ce n'est qu'un modèle qui demeure à être évalué avec d'autres études. Alors, est-ce qu'il y a une explication scientifique? Je pourrais vous dire, c'est certainement des choses que les gens ont décrites, qui peuvent certainement arriver. Le pourquoi et comment demeure à être élucidé. Merci. Eh bien, merci Antonio Zadra pour la clarté de votre conférence.